Imagine une situation. Tu es en réunion et ton manager te dit « Est-ce que je peux te faire un petit feedback ?» Et là, ton ventre se noue, ta poitrine se serre, ton cerveau part direct en mode panique, imaginant le pire avant même qu'un mot ait été prononcé. Ou bien t'envoies un message à un pote, t'ouvres un peu, juste un tout petit peu. Et une heure passe, toujours pas de réponse, et là, c'est sûr, t'as ruiné votre amitié à jamais. Ou alors, prenons mon exemple personnel. Une fois, j'ai écrit une longue lettre pour expliquer pourquoi je voulais quitter mon boulot. Et juste après l'avoir envoyé, j'ai éteint mon téléphone. Je l'ai planqué quelque part bien loin, genre je veux plus jamais le revoir. Et je ne l'ai pas rallumé pendant plusieurs heures. J'avais tellement peu de lire la réponse, alors que je savais pertinemment qu'il n'y aurait rien de méchant. Mais c'est plus fort que moi. Mon corps réagit comme si c'était une question de vie ou de mort. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a des chances que vous connaissez ce qu'on appelle la dysphorie de sensibilité au rejet ou DSR. C'est une réaction neurologique intense, particulièrement fréquente chez les personnes neuroatypiques, donc les personnes concernées de l'autisme ou de TDAH. Et dans cette vidéo, je ne veux pas vous faire un cours théorique sur la DSR, on va plutôt parler de comment on peut vivre avec ça. Et spoiler, on ne peut pas s'en débarrasser complètement, mais on peut apprendre à faire avec et alléger un peu la souffrance. Mais avant de commencer, petite parenthèse émotionnelle, ces derniers jours, vous êtes nombreux à me voir rejoindre ici et merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Quand j'ai lancé cette chaîne, je n'aurais jamais imaginé qu'autant de gens auraient envie de m'écouter parler en français avec mon petit niveau approximatif. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Alors, c'est quoi exactement la DSR? C'est un terme non officiel, mais très utilisé pour décrire une douleur émotionnelle extrême face à la critique, au rejet ou même juste à l'idée de ne pas être validé. Ce n'est pas juste être susceptible. C'est comme si on rouvrait une blessure à vivre à chaque fois. La sensibilité au rejet, on la connaît depuis longtemps dans la psychologie. Mais la dysphorie liée au rejet, elle est plus spécifique et elle est souvent associée au TDAH ou à l'autisme. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas juste de l'hypersensibilité. C'est une vraie réponse neurobiologique. Le cerveau perçoit la critique ou le silence ou le désintérêt comme une agression profonde. Et imaginez que votre système nerveux est à fleur de peau, comme si vous aviez les nerfs à nu. Et les études montrent que les zones du cerveau activées lors d'un rejet social sont les mêmes que celles qui traitent la douleur physique. Donc oui, une remarque mal placée peut littéralement faire mal. Et comment ça se manifeste? On a des réactions émotionnelles intenses et instantanées, à la critique ou au silence, même si c'était pas méchant. Puis, on a d'honte écrasante, envie de disparaître, de tout laisser tomber. Avec pensée du type je suis nul, je gâche tout, personne ne peut me supporter. Parfois, on a de la colère soudaine, défense agressive et souvent évitement. Tu refuses les situations où tu pourrais échouer ou être jugé. Mais encore une fois, c'est pas du drama, c'est une réaction du corps entier. Et nous avons une pleine réaction physiologique. Quelle exactement? Au niveau du corps. Rythme cardiaque qui s'emballe, respiration courte, muscles tendus, estomac noué. Au niveau du cerveau, pensée en boucle, catastrophe imaginaire, tsunami de honte. Et au niveau du comportement, soit on se replie, on veut plaire à tout prix, soit on se braque, on pète un plomb. Beaucoup de personnes neuroatypiques décrivent ça comme des sables mouvants émotionnels. Plus tu luttes,
plus tu t'enfonces. Alors, et pourquoi les bons conseils ne servent à rien pour nous? Prends pas tout trop à cœur. Tu te fais des films, faut juste penser positif et les autres phrases optimistiques. C'est comme dire à quelqu'un en pleine crise d'asthme, bah, respire normalement. Ces conseils ne prennent pas en compte le fait que c'est neurologique. Une fois, j'ai lu une histoire d'une femme TDAH et elle racontait qu'un collègue lui a dit faut juste avoir la peau plus dure. Et dans sa tête, elle se demandait combien d'épaisseur de peau faudrait greffer pour arrêter de se sentir écorchée vive. Peut-être la peau d'un rhinocéros. Mais si vous avez écouté attentivement, vous vous êtes sûrement dit qu'au fond, la dysphorie, ça n'a rien de si particulier. Parce que dans n'importe quel trouble anxieux, phobie sociale, trouble d'anxiété généralisée ou bien trouble post-traumatique ou trouble post-traumatique complexe, il y a aussi tout un cocktail de réactions, y compris physiques. Sauf que pour que vous voyez bien la différence, je vous ai préparé un petit tableau comparatif. Et je vous rappelle que le concept de dysphorie est encore assez récent, un peu comme les diagnostics de TDAH ou d'autisme. Et donc non, il n'y a pas encore de vérité absolue, genre tu ouvres un manuel, tu lis et tu piges tout direct. Mais petit à petit, les choses avancent et même si ce tableau n'est pas gravé dans le marbre, il peut déjà vous aider à y voir un peu plus clair. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de différences entre la dysphorie chez les personnes neurodivergentes et les réactions anxieuses liées à la phobie sociale, par exemple, aux autres troubles. Ça touche à tout. Le régime même de ces réactions, leur intensité, les déclencheurs, la vitesse à laquelle tout s'enchaîne et même la manière dont le corps réagit. Avec la dysphorie, c'est souvent une réaction ultra rapide, presque instantanée, sans passer par la case réflexion, comme si tout explosait d'un coup de façon brutale. À l'inverse, l'anxiété monte petit à petit avec beaucoup de pensées intermédiaires, d'autocritique et un stress qui s'accumule avec le temps. Même si de l'extérieur ça peut parfois rassembler, à l'intérieur c'est deux vécus totalement différents. Et c'est important de les distinguer justement pour mieux se comprendre et mieux se soutenir. Et alors, comment on fait pour vivre avec la dysphorie? Et avant de passer aux 3 étapes d'auto-aide, j'aimerais commencer par ce qui ne fonctionne pas pour des profils comme les nôtres. Ce qui ne marche pas, c'est d'attendre que ça passe. Spoiler, ça ne passera pas. Ce qui marche, c'est de développer un peu plus d'endurance dans l'instant. Je suis coach sportif, donc forcément, j'adore utiliser des métaphores issues du sport. C'est concret, facile à visualiser et ça s'applique super bien à la psychologie. Dans le sport, on parle d'adaptation à la charge et il y en existe plusieurs types. Exemple tout bête. Tu te mets à courir. Tu t'entraînes chaque semaine espérant que ton corps s'adapte et que ça devienne plus facile. Mais l'adaptation ne se manifeste pas toujours comme on l'imagine. Tu te dis, dans 4 mois, par exemple, je courais 5 km 1 minute plus vite. Mais au bout de 4 mois, aucun progrès sur le chrono. Et est-ce que ça veut dire que ton corps ne s'est pas adapté? Pas du tout. Il existe plein d'autres marqueurs d'adaptation. Par exemple, ton rythme cardiaque. Tu cours à la même allure, mais la fréquence cardiaque est 10 battements plus bas. Ou tes muscles. Tu ressens beaucoup moins l'acide lactique dans les jambes. Ou tes sensations aussi comptent. La première fois, tu étais au bout de ta vie. Cette fois, tu as même un peu kiffé. Et tout ça, c'est aussi de l'adaptation. Bien sûr, on rêve tout de l'adaptation parfaite. Muscles plus forts, rythme cardiaque plus bas, vitesse améliorée. Mais la réalité est rarement aussi linéaire. Le corps est une machine complexe et surtout, chaque corps est unique. Certaines personnes progressent comme dans les manuels, bien sûr, mais d'autres prennent des chemins de traverse. Parfois, certaines capacités stagnent pendant que d'autres explosent.
Et c'est exactement pareil côté psycho. Quand tu bosses sur ta phobie sociale ou sur l'hypersensibilité au rejet, tu espères qu'un jour tu seras blindé et que plus rien ne te touchera, que les critiques glisseront sur toi comme de l'eau sur un empare. Et souvent, en thérapie comportementale, on te vend ça via l'exposition progressive. Et c'est une technique très répandue et assez efficace dans certains cas. Et on te met dans des situations stressantes de plus en plus intenses pour désensibiliser ton cerveau et ton corps. Et l'idée, c'est qu'à force et progressivement, tu réagisses moins violemment. Ok, mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça avec l'hypersensibilité au rejet. Ou plutôt, ça ne fonctionne qu'en partie. Parce que notre réaction intense a une base neurologique. Et donc, peu importe combien on se rassure mentalement, on ne peut pas juste décider de ne plus réagir aussi fort. Mais ce qu'on peut faire, comme je disais, devenir plus endurant. Autrement dit, quand le dyspharie revient frapper à la porte, elle ne te met plus KO pendant des heures. Tu continues ce que tu faisais sans perdre la parole, sans paniquer, sans vouloir disparaître. Et c'est ça qu'on veut bosser. Alors, la première étape, c'est une extra étape parmi les trois étapes principales. Et cette étape, c'est d'accepter que cette dysphorie existe. Il faut reconnaître que oui, on souffre, que oui, ça fait mal, et que ce sera probablement comme ça toute notre vie, plus ou moins. Mais on peut apprendre à faire avec, continuer à avancer même avec ce poids. Et encore une fois, comme dans mon exemple du sport, la première semaine, t'as couru, t'as galéré, t'as oublié comment t'as atteint la ligne d'arrivée. Mais 3 mois plus tard, c'est toujours pas une partie de plaisir, t'es pas encore au niveau d'un champion du monde, mais tu contrôles, tu respires, tu penses, tu peux même parler ou même admirer le paysage en courant. Et c'est pas rien. Et après cette étape d'acceptation, on a la première étape du travail et c'est de reprogrammer les schémas de pensée automatiques. Un petit rappel, cette technique, c'est pas quelque chose d'innovatif, on l'utilise partout dans les thérapies comportementales, par exemple, avec plein de troubles anxieux et les autres. Alors, la reprogrammation. Notre cerveau fonctionne avec des raccourcis neuronaux. Dès qu'il perçoit un micro-signe qui rappelle une vieille blessure de rejet, il déclenche l'alerte. Danger, rejet. Et ça avant même que tu aies eu le temps de comprendre ce qui se passe. Et un outil simple mais super puissant, c'est la pause de 90 secondes. Quand tu sens la vague de la dysphorie qui monte, il faut observer les sensations dans ton corps, cœur qui bat, poitrine serrée. Et il faut dire, c'est ma réaction de la dysphorie qui s'active. Puis, respire lentement pendant 90 secondes sans t'accrocher à tes pensées. Et ensuite seulement, tu analyses les situations. Et ça crée un petit espace entre le déclencheur et ta réaction. Et avec la pratique, cet espace s'agrandit. Et ça n'efface pas le malaise, bien sûr, mais ça te donne le choix de comment réagir. Puis, la deuxième étape, c'est la stabilisation. L'état de notre corps influence directement notre état émotionnel. Et vice-versa. Vice-versa en français. Je ne sais pas. Quand tu ressens du rejet, ton système nerveux autonome s'emballe et c'est l'avalanche d'hormones du stress. Et un moyen rapide de calmer le jeu, c'est le frein vague qui active le système parasympathique. Pose la main sur ton cœur. Expire lentement par la bouche entrouverte, comme si tu refroidissais une soupe trop chaude. Allonge ton expiration par rapport à l'inspiration. Sens tes pieds bien ancrés au sol. Ton corps reçoit un signal de sécurité et la réaction émotionnelle baisse d'un cran.
Et ces 2 premières étapes, c'est exactement ce qui te donne plus d'endurance. Comme quand tu cours. Ça fait toujours mal, mais tu continues. Et en plus, tu reviens plus vite à ton état normal. Pas en une semaine comme avant, si on parle de la dysphorie, mais en quelques jours ou même quelques heures. Et la dernière étape, c'est de réduire la sensibilité. S'exposer doucement et avec bienveillance à ces déclencheurs peut diminuer leur puissance. On ne parle pas de se forcer, mais de construire une échelle d'exposition en douceur, avec beaucoup d'autocompassion bien sûr. Par exemple, si la critique en réunion te met à terre, imagine une scène de critique légère en pratiquant les techniques de stabilisation quand t'es pas stressé, quand t'es pas pressé, quand t'es calme, chez toi, pas en les situations stressantes. On peut jouer des situations similaires avec un proche de confiance. Puis, il faut passer à des vraies réunions. Et à chaque fois que tu restes dans ton calme, ton cerveau met à jour ces infos. Ah, peut-être que c'est pas aussi dangereux que je croyais. Et c'est une méthode classique de thérapie cognitive, comme j'ai déjà expliqué. On l'utilise pour l'anxiété générale, la phobie sociale et beaucoup d'autres troubles. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, mais pour la fin, un petit rappel. La dysphorie, c'est pas de ta faute, mais tu peux en faire ton projet. Vivre avec une hypersensibilité au rejet quand on est neuroatypique, c'est épuisant bien sûr, mais ça ne doit pas te voler ta vie. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser à 100%. Et franchement, ce n'est pas souhaitable. Il y a une vraie force là-dedans. Mais tu peux en réduire l'impact si tu utilises les bons outils pensés pour un cerveau comme le tien. Merci pour aujourd'hui et à tout à l'heure.